Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Enseigner avec les séries, c'est des émissions spéciales du podcast Histoire en série où des enseignants viennent partager leurs expériences pédagogiques sur les séries avec vous. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Histoire en série spécifique sur enseigner la géopolitique avec les séries où on se retrouve avec Fabien Vergès. Bonjour Fabien. Bonjour Nicolas. Alors Fabien, vous êtes toujours IA-IPR dans l'Académie de Toulouse et puis vous avez initié ce fastidieux et long mais ô combien méritant travail sur les séries et enseigner avec les séries dont on déroule aujourd'hui une partie de tout ce que vous avez fait sur le site actoulouse.fr. On y reviendra et on a aujourd'hui un membre, j'allais dire historique de votre groupe de travail qui a été à l'épisode numéro 1, c'est David Neumann. Bonjour David. Bonjour à tous. Alors David, vous êtes vous professeur agrégé d'histoire-géographie au collège de Bellefontaine et vous travaillez dans ce groupe depuis le début. Et on a essayé aussi et on essaiera dans les prochaines émissions d'élargir à d'autres académies, à d'autres compétences, à d'autres personnes tout ce travail sur les séries parce que c'est en train de se développer fortement et on se rend compte en discutant que dans toute la France, chacun dans son coin utilise des séries et on va essayer de fédérer un petit peu tout ça pour montrer à tout le monde ce qui peut se faire. Alors, on accueille aujourd'hui une nouvelle collègue. Bon, on reste quand même dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. C'est Annabelle Lavitte. Bonjour Annabelle. Bonjour. Donc Annabelle, vous êtes professeure certifiée d'histoire-géographie. Vous êtes au lycée Pierre Mendès France de Vic-en-Bigorre, donc dans les Hautes-Pyrénées. Et vous travaillez aussi avec les séries. Donc on va y revenir. Vous avez fait de nombreuses choses très intéressantes et vous allez nous les faire partager. Et puis, on accueille aussi Ioannis de Roide. Bonjour Ioannis. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Donc Ioannis, vous êtes professeur agrégé dans l'Académie de Versailles et vous avez participé à l'émission Histoire en série. Vous avez présenté The Crown. Vous allez revenir bientôt en 2021 pour présenter Downton Abbey et vous rédigez de nombreux ouvrages pour les séries. Alors notamment bien sûr le tout dernier qui est L'Angleterre en série, paru aux éditions First, ouvrage auquel on a consacré un petit moment dans notre spécial livre en série 2021. Voilà, donc notre équipe du jour pour cet épisode numéro 2 est réunie. Alors, on va travailler aujourd'hui sur la notion de puissance. Fabien, peut-être vous en tant qu'IPR, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette notion-là? Qu'est-ce que nous demandent les programmes et comment est-ce qu'on peut en parler à travers les séries? Oui, merci Nicolas. Je vais essayer de faire une synthèse assez rapide sur ce concept de puissance qui n'est pas forcément toujours simple pour les élèves. Alors, ce concept, que peut-on dire? Il s'appuie sur trois fondamentaux que sont le territoire, la démographie et le désir ou la volonté de puissance. Certaines manifestations sont classiquement attachées à cette puissance. Alors, traditionnellement, évidemment, la plus évidente, c'est la puissance militaire, qui est qualifiée dans les pays anglo-saxons de hard power, la puissance économique et la puissance culturelle, qui a été conceptualisée en 1990 par Joseph Nye dans Foreign Policy. Mais il peut y avoir dans l'histoire, on va le voir avec les séries d'aujourd'hui, des ruptures technologiques qui modifient les manifestations de cette puissance. Je pense par exemple au nucléaire ou Internet. Cette puissance se manifeste à travers des acteurs. On pense bien sûr tout de suite aux États, mais on a également les firmes transnationales, les grandes entreprises. On peut avoir également les ONG ou encore des organisations criminelles qui peuvent manifester cette puissance. Et on peut retrouver certains exemples en effet dans les séries. Alors, ce qu'on voit souvent dans les programmes, c'est que la puissance implique une hiérarchie des acteurs. On parle de superpuissance, de puissance émergente, de puissance régionale, on en parlera tout à l'heure. Et Hubert Védrine a avancé le concept de l'hyperpuissance américaine il y a maintenant quelques années. Ces différentes puissances se combinent pour faire système. On peut parler de monde bipolaire pendant la guerre froide, de monde multipolaire, voire de monde apolaire.
pour qualifier cette organisation et cette hiérarchie des puissances. Ce qui est important, c'est qu'il est évolutif dans le temps, comme va le montrer l'apparition et la disparition de puissances, puisque nous allons aborder aujourd'hui des séries qui s'étalent sur une période longue de plusieurs millénaires dans leur traitement. Ce qui est important, c'est la capacité également à projeter sa puissance sur de nouveaux territoires, sur de nouveaux espaces. Évidemment, projeter sa puissance vers des pays proches, des pays plus lointains, projeter sa puissance vers les océans, projeter sa puissance dans l'espace même qui est qualifié de nouvelles frontières dans les programmes. Et lorsque des volontés contradictoires de puissance s'affrontent, cela mène à un conflit, comme nous l'avons traité dans la première émission. La déclinaison de ce concept de puissance dans les programmes scolaires, c'est un point important du nouveau programme d'enseignement de spécialité, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, qui, on le voit bien, met particulièrement en avant les concepts, ce qui est très intéressant pour les élèves. Et on a notamment donc, le thème 2, analyser les dynamiques de puissance internationale, avec les caractéristiques de la puissance à l'échelle internationale aujourd'hui, les fondements, les manifestations de la puissance dans différents champs, le diplomatique, le militaire, le culturel, l'économique et le financier. Donc on voit qu'on retrouve bien les différents champs d'expression de la puissance que j'ai présenté en introduction. Ce concept est également présent dans le programme de terminale en histoire, avec dans le thème 2, la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire, de 1945 au début des années 70, où le programme parle des deux nouvelles superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. On a également dans le thème 4, qui porte sur le monde, l'Europe et la France depuis les années 90, entre coopération et conflit, le chapitre 1 qui mentionne explicitement les nouveaux rapports de puissance et les enjeux mondiaux. Et là, on voit qu'on aborde ce système de puissance avec les tensions d'un monde devenu progressivement multipolaire en analysant le jeu et les hiérarchies des puissances. Et enfin, bon, on risque d'être, j'espère que je ne suis pas trop fastidieux, mais voilà, en géographie également, on a ce concept de puissance au travers de ce nouveau champ d'expression que sont les mers nouveau. Ça date de quelques siècles, mais voilà, il a été renouvelé. Donc, on a des rivalités de puissance, notamment autour des canaux et des détroits internationaux. Et la question spécifique sur la France, puisque les programmes, à chaque fois, dans leur nouvelle organisation en géographie, proposent d'inclure une question sur la France pour illustrer quelque chose qui a été vu à l'échelle mondiale, s'intitule « La France, une puissance maritime ». En collège, ce concept de puissance est un peu moins affirmé explicitement. Néanmoins, si on se penche sur le programme de troisième, dans le thème 2, le monde depuis 1945, on peut lire que les États-Unis et les URSS se livrent à une guerre idéologique et culturelle, une guerre d'opinion et d'information pour affirmer leur puissance. Donc, on voit bien là encore que les programmes mentionnent explicitement des champs de manifestation de la puissance. Donc, voilà pour dresser un tableau général du concept de puissance et de son expression dans les programmes scolaires du secondaire. Merci Fabien pour cette présentation liminaire en rapport avec les programmes pour bien montrer que le travail qui est fait ici s'appuie véritablement sur ce que il est demandé aux enseignants de faire et que utiliser des séries, ça répond aussi quelque part en tant que source à une vraie commande institutionnelle. Donc on a aujourd'hui prévu 5 grandes thématiques de séries qu'on va traiter de façon relativement chronologique en commençant avec vous Fabien par évoquer 2 séries qui traitent de la puissance de l'Antiquité, de l'hyperpuissance j'allais dire, de l'Antiquité, c'est l'Empire romain, avec 2 séries hyper connues. La première peut-être plus que l'autre, puisque l'autre est plus récente. La première, vous allez nous la présenter, c'est la série Rome, qui a maintenant une petite quinzaine d'années, qui a révolutionné la façon de faire les séries. Et puis la deuxième vient de sortir, Barbaren, disponible sur la plateforme Netflix, là en 2019. Et là aussi, ça permet de voir un autre aspect de la puissance de Rome, un aspect peut-être moins interne que la série Rome et vue depuis l'étranger avec notamment bien sûr la notion de barbarie. Alors je reviens dessus rapidement pour vous présenter, pour vous dire aussi que pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin par rapport à une approche universitaire, ces 2 séries, on les a traitées dans le podcast Histoire en série. L'épisode 15 avec Victor Fagnert, on a parlé de la série Rome et puis tout récemment, l'épisode 68, Catherine Birlouvet, l'ancienne directrice de l'école française de Rome, est venue nous présenter la série Barbaren en nous montrant justement aussi l'intérêt qu'il y avait de voir l'Empire romain, j'allais dire, avec d'autres yeux
celui de l'extérieur, et ça c'est très intéressant. Alors Fabien, pour nous, pour enseigner Barbarin, Rome, comment on peut utiliser? En effet, Nicolas, quand on pense aux manifestations de la puissance, on pense de suite, ce qui m'est venu en tout cas en tête, c'est la manifestation de puissance de l'Empire romain dans l'Antiquité. Alors effectivement, ces deux émissions sont très intéressantes. Voilà, je m'en suis nourri pour réfléchir à ça et pour nos éditeurs, ce qui est intéressant, je pense, c'est d'articuler effectivement cette approche scientifique universitaire avec une approche plus didactique. Alors, je me permets néanmoins de représenter rapidement ces deux séries. Donc, Rome, c'est une série HBO. Il y a eu 2 saisons de 2005 à 2007. La série suit l'itinéraire de 2 soldats romains entre la fin de la guerre des Gaules et l'avènement d'Auguste. Alors, c'est une coproduction américano-britannico-italienne qui a été notamment créée par John Milius, qui est réalisateur de Conan le Barbare et scénariste d'Apocalypse Now. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si on sait que le tournage d'Apocalypse Now était chaotique, mais le tournage de Rome l'a été aussi, notamment puisqu'il y a un incendie qui a détruit une partie des studios de Cinecittà, ce qui fait qu'on n'a eu que 2 saisons, alors qu'au départ, cette série, qui était l'une des plus chères de l'époque, devait être beaucoup plus ambitieuse. Un petit point de vigilance. Alors, si certains extraits peuvent être utilisés, là, on va faire une proposition en 6e. La série n'est toutefois pas conseillée à un jeune public, puisqu'on est quand même sur une série HBO avec des scènes très adultes. Pour Barbarin, c'est une série qui est beaucoup plus récente, vous l'avez dit Nicolas, qui est sur la plateforme Netflix, qui pour l'instant a une saison, donc elle date de 2020. Alors, Barbarin ou Barbare en français, c'est une série allemande produite par Netflix, créée par Andreas Ekman, Arne Nolting et Jean-Martin Scharf. J'espère que je n'écorche pas trop leur nom. Elle s'appuie sur les événements historiques de la bataille de Teutobourg en l'an 9, aussi connue sous le nom du désastre de Varus, qui a vu la défaite de 3 légions romaines face à plusieurs tribus de Germains. La notion de puissance et de domination est parfaitement illustrée dès les épisodes 1 de chacune des séries. On peut d'ailleurs, je pense, ce qui est assez intéressant, on le proposera, c'est de mettre en parallèle les 2 séries. C'est ce qui m'a un peu frappé quand j'ai découvert Barbarin. La puissance symbolique, elle est parfaitement mise en scène autour notamment de l'aigle romaine. C'est l'enseigne légionnaire, l'Aquila, dont la perte chez les Romains est ressentie comme un déshonneur et qui est particulièrement mise en scène dans les 2 séries. On voit très bien cette enseigne qui est portée, très verticale et qui manifeste sa puissance. Dans 2 scènes parallèles, on a 2 chefs de tribu, un très connu, Vercingétorix, et un autre qui est moins connu, qui est le chef de la tribu des Chérusques. C'était une tribu de la Germanie qui est située entre l'Elbe et la forêt de Teutobourg. C'est quelque part dans la région de Hanovre aujourd'hui, et qui ensuite s'intégreront à la Confédération des Francs. Et dans ces 2 scènes, une véritable mise en scène de la puissance romaine se met en place au travers de l'action, d'une part. On voit les 2 chefs qui sont contraints d'embrasser l'aigle dans une scène très symbolique. Et évidemment, dans la mise en scène, les Romains occupent une position dominante. Dans la série Rome, on a César qui est très impérial sur son trône, effectivement filmé en contre-plongée pour paraître beaucoup plus dominant. Et dans la série Barbarin, c'est un centurion romain qui est sur un cheval. On retrouve ça aussi dans la mise en scène des costumes. Donc, on a un choix très évident entre les costumes très colorés des Romains, notamment le casque à aigrette transversale des centurions, qui est particulièrement apparent, très rouge, et les costumes très ternes des Gaulois et des Germains. Et on voit même dans Rome, Vercingétorix, où ses vêtements lui sont carrément arrachés pour bien symboliser voilà, finalement cette nudité, ce manque de puissance face aux Romains. Et la puissance militaire de l'Empire romain est évoquée de manière très littérale dans Barbarin, à de nombreuses reprises, mais on peut également s'intéresser, ce n'est pas l'objet ici, mais il y a une scène assez intéressante, je trouve, sur la manifestation de la puissance scientifique, où les Romains ont un sablier que ne possèdent pas les Germains, qui ont finalement du mal à comprendre presque cette notion de temps. Donc, il y a toute une mise en scène autour de cette puissance. Ce qu'on peut proposer pour une application dans les programmes, on a déposé sur le site académique une proposition en cycle 3, c'est de travailler 3 temps des conquêtes romaines, puisque je l'ai dit en introduction, la notion de puissance n'est pas explicite, évidemment, dans les programmes de cycle 3 en 6e, mais néanmoins,
les conquêtes romaines, l'Empire romain peuvent donner lieu déjà à l'oral par le professeur à une expression du concept de puissance chez les Romains. On propose de travailler à partir de courts extraits de séries télévisées, Rome Barbarane, et d'un film également, Gladiator, donc qui est un peu plus ancien, afin de construire tout d'abord des repères temporels et spatiaux sur l'extension de l'Empire romain, c'est très important, et de réfléchir aux représentations contemporaines de ces événements, donc qui sont des fictions, qui plus est, en les confrontant à des documents sources historiques. Alors, ces documents sources, on en propose deux. Je vais aller assez rapidement. Un extrait très connu de la guerre des Gaules par Jules César, qu'on peut retrouver à beaucoup d'endroits, et un extrait un peu moins connu de l'histoire romaine de Bleius Paterculus. C'est un historien romain qui a participé aux guerres de Pannonie, de Dalmatie et de Germanie au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, sous Tibère, et qui offre des descriptions assez intéressantes. On a mis un passage qui peut très bien être mis en écho, en parallèle avec l'extrait de Barbarène, et évidemment une carte de la Germanie. Et pour les élèves, l'idée, c'est de travailler sur la comparaison de ces scènes avec la source historique pour voir effectivement que, d'une part, la chronologie de ces conquêtes et les manifestations symboliques. On peut travailler effectivement sur un peu d'analyse filmique avec les élèves. Ça leur donne un bref vocabulaire qui peut être de plongée, contre-plongée, une grille d'attention sur les décors, une grille d'attention effectivement sur les couleurs, pour montrer comment il peut y avoir des choix de réalisation pour manifester la puissance romaine. Et alors, on a fait, il y a une proposition qui est assez originale, puisque se pose toute la question de l'extrait de la courte citation. Donc là, les extraits sont sous la forme de GIF animés, mais ce n'est rien d'autre qu'un court extrait vidéo sous forme de GIF. Voilà, pour travailler plus facilement ce support, avoir les dialogues pour les élèves et qu'ils puissent le regarder de leur tablette ou alors sur un travail personnel, qu'ils puissent le regarder de chez eux. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Académie de Toulouse. L'article s'appelle « Enseigner les conquêtes romaines » avec des gifs animés. Merci Fabien pour cette présentation sur la série Rome et sur Barbarun. Alors effectivement, hein, vous avez aussi mêlé, c'est très intéressant, cette idée de on n'est pas que sur des séries. Le fait de parler de Gladiator, c'est quand même si le film a une vingtaine d'années maintenant, hein, puisqu'il est sorti au tout début des années 2000, le film de Ridley Scott, c'est quand même très intéressant parce que c'est à la fois un des films très connus et puis il y a de nombreuses choses très intéressantes à dire. Et je renvoie d'ailleurs les auditeurs là-dessus sur un épisode récent de nos collègues de Parole d'Histoire, où André Loez avait invité notamment Vivien Barrière, hein, qui est maître de conférence en histoire romaine, et qui présentait ce qu'on peut en dire aujourd'hui de tout ce qu'il y a sur ce film-là de Ridley Scott, qui est très intéressant, Gladiator. Alors, Annabelle, peut-être est-ce qu'on pourrait voir ensemble, vous qui utilisez les séries, avec des secondes, qu'est-ce qu'on peut dire sur peut-être Rome, que vous avez utilisé, plus que Barbarun, qui vient d'ailleurs de sortir, et j'imagine que vous aviez déjà traité le programme. Oui, oui, en effet. Alors, Rome est une série très intéressante aussi à exploiter en classe. Alors, c'est vrai plutôt avec des lycéens, mais on peut en effet l'exploiter dans le premier thème niveau seconde Méditerranée antique sur les empreintes romaines. Et plus particulièrement une scène dans la fin de la saison où Octave Auguste arrive au pouvoir. Donc, c'est une scène très théâtralisée. Et ça peut servir en effet d'entrée à cette thématique sur Octave Auguste et la naissance de l'Empire romain, où on voit un jeune Octave très ambitieux qui est sur le point de prendre le pouvoir à la suite de la mort de César. Et c'est aussi une manière avec les élèves de contextualiser un petit peu tout cela, puisque la série nous met déjà dans l'ambiance où il y a une prise de pouvoir qui se fait quasi immédiatement, alors que les choses sont un peu plus longues à se mettre en place. Et on peut aborder avec les élèves, en effet, la notion aussi de principat, la naissance d'un empire. Donc, c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi par ce biais-là. Oui, c'est vrai que ces deux séries sont quand même peut-être d'ailleurs plus Rome hein, que Barbarun, mais les deux sont quand même relativement violentes et en dehors du lycée, au collège, c'est quand même beaucoup plus complexe à utiliser. Alors, peut-être maintenant on va avancer dans l'émission et Annabelle, justement, vous allez nous présenter, votre j'allais dire, expérience pédagogique avec une autre série. On a fait un grand bond de presque 2000 ans dans l'histoire et on arrive au moment de la guerre froide où on va voir justement, hein, là c'est au cœur de la notion
démonstration de puissance. Une série télévisée qui fait partie de ces séries-là qui montrent très très bien la guerre froide. Outre ce qu'on a vu nous dans le podcast avec Emmanuel Droit, notamment les séries Deutschland 83 qu'on avait aussi évoqué dans l'épisode 1 d'Enseigner avec les séries. Et donc aussi, surtout, ce qui est très intéressant, Deutschland 86, qu'Emmanuel Droit vient de nous présenter. Là, on n'est pas du côté allemand, on est du côté américain et on est vraiment dans de l'espionnage avec des espions infiltrés soviétiques. Annabelle, racontez-nous oui, tout tout à fait. et parlez-nous de cette justement expérience avec vos élèves sur The Americans. Et oui, alors j'ai travaillé avec la série The Americans, avec mes élèves du niveau première en spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, euh, pour étudier les fondements et les manifestations de la puissance. Alors, je vais présenter la série. La série The Americans, c'est une série télévisée américaine en 75 épisodes, il y a 6 saisons, créée par Joe Weisberg. Alors, c'est un ancien agent de la CIA et diffusée simultanément aux États-Unis et au Canada sur la chaîne FX entre 2013 et 2018. Alors, en France, elle a d'abord été diffusée sur Canal+ Série en 2013, sur Netflix, et aujourd'hui, on peut la retrouver pour les collègues sur la plateforme d'Amazon Prime Video. Alors, cette série d'espionnage dramatique suit durant les années 1980 le parcours d'un couple membre du KGB, donc le service de renseignement de l'Union soviétique, formé afin de vivre aux États-Unis. Donc, il s'agit d'agents infiltrés. Leur couverture les amène à vivre comme des époux dans une banlieue résidentielle de Washington. Alors, Philippe et Elizabeth Jennings tiennent une agence de voyage, élèvent leurs 2 enfants à l'américaine, tout en menant des missions de plus en plus périlleuses avec l'installation d'un nouveau voisin, un agent du FBI, nommé Stan Beeman. Bon. Alors, cette série est saluée par la critique et récompensée d'un Golden Globes, permet d'étudier le contexte de la guerre froide, vous l'avez dit, tout comme l'évolution de 2 puissances entre 1980 et 1987, durant l'ère Reagan. À l'affirmation visible de 2 superpuissances dès le générique de la série, les différentes saisons mettent en évidence une évolution plus déséquilibrée de ces puissances, en faveur des États-Unis face aux difficultés de la puissance soviétique. Et là, en effet, se présente le prélude de la chute d'une puissance. Donc, son étude permet d'identifier le statut de puissance comme un processus et non comme un état figé. C'est ça qui est intéressant pour l'exploiter avec la classe. Alors, avec la classe, comment on peut exploiter The Americans ? Eh bien, à partir d'extraits choisis, ainsi que d'un dossier documentaire qu'on peut vidéoprojeter, les élèves étudient les attributs de la puissance en 2 temps historiques avec la série. Tout d'abord la guerre froide, puis la chute de l'URSS, la chute d'une puissance. Pour en saisir les rapports de force, l'évolution de cette notion dans le temps. Alors, dans un premier temps, les élèves exploitent le générique de la série The Americans, d'une durée très courte, vraiment, 26 secondes, où se succède une accumulation d'images plus ou moins symétriques des 2 puissances, aux références très soignées, afin de répondre à la question suivante: en quoi ce générique contribue-t-il à identifier 2 superpuissances ? Donc, à partir d'un tableau composé de photogrammes issus de ce générique, les élèves vont les décrire, s'interrogent à la fois sur les références utilisées par le réalisateur, donc on fait un rappel à la guerre froide, et sur les idées suggérées dans les domaines politiques, économiques, militaires, spatials, culturels, c'est-à-dire les supports de ces 2 superpuissances. Les caractéristiques du hard power, comme on l'a dit, cette capacité à s'imposer par la contrainte, par la force, et du soft power, cette capacité à influencer sans usage de moyens coercitifs, eh bien, sont ici soulignés par ce travail grâce au générique. Dans un deuxième temps, avec les élèves, il est intéressant d'étudier en effet un court extrait de la dernière saison portant sur l'année 1987. Gorbatchev est au pouvoir en URSS et la situation économique est extrêmement délicate. Le rappel au contexte est important pour cette étape avec les élèves. On peut faire référence au site Lumni Enseignant. Il y a un article très intéressant sur l'économie exsangue du bloc soviétique à partir des années 1980, par exemple. Et donc, dans l'extrait concerné, eh bien, les Jennings sont sur le point d'être découverts
et s'apprêtent à quitter les États-Unis. Alors, l'extrait proposé porte sur leur dernier arrêt avant de quitter le pays, au McDonald's. Alors, sur fond de la bande musicale du groupe U2, With or Without You, nous assistons sur environ 2 minutes, donc c'est assez court, à l'arrêt de la voiture des Jennings sur le parking de l'enseigne, à la prise de commande à l'intérieur du restaurant par Philippe. Il est seul, son regard est attristé, désœuvré, regardant une famille joyeuse, confortablement installée. Sans doute, il fait référence à ses moments de joie en tant qu'agent infiltré, et on le voit retourner à sa voiture dans un silence et rejoindre le reste de sa famille. Alors, il est intéressant de confronter en classe cette scène à la fameuse photographie de l'ouverture du premier McDonald's à Moscou en 1990, victime d'un succès considérable, et de s'interroger plus largement aux raisons de la défaite soviétique, la chute d'une puissance. Alors, symbole de la mondialisation et d'un système économique, le capitalisme, McDonald's est un vecteur de diffusion de la culture américaine dans le monde, que conforte d'ailleurs l'extrait d'un journal d'Antenne 2 du 30 janvier 1990 sur l'ouverture de ce premier McDonald's à Moscou, annoncé d'ailleurs par le journaliste à l'époque comme McDo au pays des soviets. Donc ici, le choix de Joe Weisberg, le réalisateur, n'est pas anecdotique. Plus qu'une défaite militaire, la défaite soviétique est une défaite économique et culturelle, relayée par le départ précipité des Jennings et aussi à la profonde tristesse de Philippe. Donc voici une proposition qu'on peut réaliser en classe sur The Americans. Merci Annabelle pour cette proposition. Alors maintenant, on pourrait peut-être en miroir voir une autre série. Fabien, peut-être évoquer avec nous le pendant russe de The Americans, c'est la série Sleepers. Oui, alors je précise quand même, c'est une série que je n'ai pas vue, mais je trouve que voilà, le fait qu'elle existe est assez intéressant. Sleepers, c'est une série russe, donc qui parle d'une cellule de la CIA dormante en Russie, chargée de déstabiliser le pays. Et on voit bien que finalement, même en 2020, il y a une sorte de guerre froide culturelle, puisque les Russes répondent par la série opposée, d'ailleurs qui a fait scandale dans le pays, qui divise beaucoup on va dire les démocrates et le public pro-russe sur visiblement la mise en scène du FSB et sur on va dire le rôle de l'opposition en Russie. Mais le fait qu'elle existe et qu'il y ait une réponse, c'est assez intéressant. On en parlera peut-être tout à l'heure également avec les séries turques, avec David. Justement, David, peut-être un petit mot sur The Americans et sur utiliser les séries d'espionnage avec les élèves. Oui, alors ça rappelle à quel point, pour la lecture des puissances, alors notamment pendant la guerre froide, le thème de l'espionnage est particulièrement efficient en classe. Et c'est l'occasion aussi, puisque un des principaux auteurs de ce genre, John le Carré, nous a quittés en 2020, de rappeler à quel point le, la lecture d'une puissance par les relations qu'elle entretient à la fois avec les autres et la mythologie autour de son organisation interne est particulièrement efficace pour aborder ces deux blocs qui se voyaient l'un et l'autre depuis des points de vue opposés. Et alors, je repense juste à cette anecdote de James Grady, l'auteur des 6 jours du Condor, qui avait inventé une cellule d'agents dormants euh, qui étudiait tous les médias russes et toute la littérature russe afin de savoir s'il se passait quelque chose sur lequel la CIA devait ouvrir l'œil. Et à l'occasion des 25 ans ou des 30 ans de la parution de l'ouvrage, il avait expliqué qu'en fait, le KGB, après avoir lu l'ouvrage et vu le film adapté et, avec grand succès de l'ouvrage, avait mis en place exactement la même section du côté URSS, alors que lui-même avait inventé de toutes pièces cette cellule d'espionnage. Donc ça montre à quel point la, la dimension culturelle de l'espionnage était importante à l'époque. Voilà, c'était juste ça.
Oui, merci David pour cette petite précision sur John le Carré qui vient, vous l'avez dit, de nous quitter. Et c'est vrai que ces romans sont au cœur de la guerre froide. Alors on l'a dit, la guerre froide, on peut l'enseigner par le biais de la série The Americans, par le biais des séries allemandes Deutschland 83-86 et bientôt 89. Il y en a d'autres, des séries allemandes, Berlin 56 et 59, c'est très intéressant aussi. Et puis on peut aussi, pour préciser peut-être ceux qui aiment les films, il y a beaucoup de films là-dessus sur la guerre froide, notamment sur l'espionnage, qu'on pourrait renvoyer avec Le Pont des Espions de Tom Hanks, notamment. Voilà, ce sont des choses vraiment très très riches et qui fonctionnent bien avec les élèves, aussi bien en troisième que, comme vous l'avez dit, en lycée. Et ça, c'est très intéressant là-dessus. Alors, on va peut-être maintenant voir avec Ioannis de Roide une nouvelle série qu'il va nous présenter. C'est la série Secret City. Alors, Ioannis, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord sur cette série, la présenter et puis voir comment vous, en tant qu'enseignant d'histoire-géographie en lycée, vous travaillez dessus avec les élèves. Alors, Secret City, c'est une série qui est intéressante, je trouve, quand on étudie la puissance, pour plusieurs raisons. Bon, alors je présente la série brièvement. C'est une série australienne, c'est 2 courtes saisons de 6 épisodes chacune, 2016 et 2019, qui a été produite pour la télé australienne, puis qui a été reprise après pour Netflix. C'est une série qu'on peut qualifier de thriller politique, d'espionnage. Elle est tournée entièrement à Canberra, dans la capitale politique et administrative australienne, ce qui est assez original. Et elle a pour héroïne donc Harriet Dunkley, qui est journaliste d'investigation dans la saison 1, puis ensuite enquêtrice indépendante. Elle travaille pour une parlementaire dans la saison 2. Et elle tente de faire éclater la vérité sur des affaires criminelles donc, qui impliquent les intérêts politiques à la fois australiens et étrangers. Bon, ça c'est assez classique comme formule. Dans la saison 1 plus précisément, donc, elle est aux prises avec son propre gouvernement dans son enquête, avec les services de renseignement de son pays, mais aussi avec des diplomates qui sont également des espions chinois. Et le tout est sur fond de tensions géopolitiques croissantes entre donc, l'Australie d'un côté, la Chine, mais aussi les États-Unis. Et la saison 1 montre bien ce que c'est qu'une puissance régionale, donc ici l'Australie, une puissance secondaire qui en fait ne peut pas se soustraire aux pressions des grandes puissances mondiales. Et donc on est dans une approche multiscalaire de la puissance, surtout pour l'aspect hard power, et on est en plein dans le thème 2 donc, du programme d'HGGSP de première. Alors les activités que je propose de mettre en place avec cette série comme support, c'est d'abord une activité de mise de situation, c'est-à-dire situer la série, son lieu, son genre, ses thèmes, et pour ça on peut s'appuyer sur un poster promotionnel de la saison 1 qu'on trouve facilement sur internet et y chercher avec les élèves les indices qui permettent donc de situer la série géographiquement. Donc la série se passe à Canberra et on peut le trouver parce qu'on a l'architecture très remarquable, reconnaissable du Parlement australien, qui est un des bâtiments les plus connus d'Australie, qui apparaît en arrière-plan, au second plan sur l'affiche. Et puis, on voit aussi qu'on est dans le genre du politique, du thriller politique. L'héroïne a un drapeau chinois sur la bouche, comme si on voulait la bâillonner. Bon, et puis, il y a le drapeau australien aussi et les drapeaux américains qui se détachent. Donc on peut s'appuyer sur ce document pour commencer. Ensuite, donc, c'est le moment de montrer l'épisode, ou en tout cas une partie. L'idée étant que les élèves identifient les différents personnages, surtout leur profession, leur poste ou leur fonction, parce que c'est un peu compliqué à l'échelle de l'épisode entier, mais évidemment on peut procéder sur un extrait, et surtout les États mentionnés, donc Australie, États-Unis et Chine, mais aussi le Japon, qui est évoqué plus rapidement, mais qui est présent malgré tout. Alors moi, je m'appuie sur une fiche d'analyse donc qui a été mise en ligne et qu'on pourra trouver facilement, dans laquelle il y a des catégories comme ça que les élèves peuvent remplir. Et puis, on se concentre, c'est un travail que je fais en co-animation avec ma collègue professeure documentaliste, sur la scène de découverte du cadavre qui arrive très tôt dans le premier épisode de Secret City, à partir de 3 minutes 20. Et là, on a vraiment déjà des lieux intéressants à remarquer qui sont un peu en décalage avec les attentes qu'on pourrait avoir
sur une série tournée en Australie. La géographie de Canberra étant de ce point de vue-là un peu surprenante par rapport aux images qu'on a à l'esprit essentiellement des littoraux ou du bush australien. Et donc, prêtez attention au lieu, prêtez attention aux personnages. Et puis, à partir de ces réponses, compléter la fiche dont je parlais. Et la même fiche, la même grille, en fait, pourra être utilisée sur une autre scène ou un autre fragment d'épisode. Alors là, c'est vrai que c'est pratique que la série soit sur Netflix parce qu'on sait que la grande majorité des élèves peut y avoir accès, éventuellement en regardant, en visionnant l'épisode à plusieurs. Et l'idée étant de croiser sur la fiche, il y a des considérations géopolitiques, mais aussi des considérations esthétiques, puisque, je le rappelle, ça s'inscrit dans un travail en co-animation. Donc, on est dans de la GGSP, mais pas seulement. Bon. Tout ça, c'est la première étape, donc autour de l'épisode. Et puis, la deuxième, qui peut se faire au CDI, mais qui peut aussi se faire éventuellement en salle informatique, à la maison, éventuellement, consiste à mieux localiser les lieux de la série, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un moteur de recherche, d'un service de cartographie en ligne, d'essayer de replacer sur un plan de Canberra qu'on fournira aux élèves, les lieux justement marquants qu'on aura vus, donc le Parlement australien, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la République populaire de Chine, tout ça est montré à de multiples reprises dès le premier épisode. Le siège de l'ASD, donc un des services de renseignement australiens. Et le but, c'est de montrer que tous ces lieux en fait sont très proches les uns des autres dans une ville dont la fonction quasi unique est justement la fonction de gouvernement, d'administration. Et donc, on est aussi dans un microcosme, ce que la série, je trouve, représente bien. Et puis, à partir de ce repérage précis, on pourra élargir cette fois-ci sur le contexte géopolitique, donc qui imprègne vraiment très fortement la série. On sent une tension, des inquiétudes sur la politique que doit mener l'Australie. Et de comparer ce contexte géopolitique donc dans la fiction tel qu'il est représenté avec le contexte géopolitique réel. Et là, on peut s'appuyer sur un ou plusieurs articles de presse. Dans Courrier International, on a tout ce qu'il faut. Ça pourrait même être fait si on le souhaitait aller plus loin en anglais, mais même en français, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et là, c'est très intéressant. C'est une chance finalement de constater que la série est presque prophétique, au sens où la saison 1 donc, date de 2016, et les tensions qui y sont décrites vraiment annoncent le durcissement des relations entre l'Australie et la Chine dans le courant de l'année 2020. L'année 2020 a été émaillée par une succession d'épisodes de tensions entre Australiens et Chinois, et en fait, la série met en scène ça dès 2016, avec donc en troisième acteur incontournable les États-Unis. Pour finir sur Secret City, la série est d'autant plus intéressante que elle est vraiment utile sur le thème de la puissance, mais elle peut tout à fait être remobilisée lorsqu'on évoque le thème sur la démocratie. Alors ça dépend évidemment dans quel ordre on prend le programme, et aussi sur le thème donc concernant les médias, bien sûr, puisque on a cette journaliste d'investigation dans un paysage médiatique un peu particulier. Il y a la question de la censure, la question des relations avec le pouvoir. Enfin, donc il y a aussi beaucoup de choses à faire sur ces autres thèmes. Donc la série est vraiment facile à remobiliser, et ça, je crois que c'est utile pour pas multiplier forcément les références et les points d'appui. Merci Ioannis pour du coup cette intervention sur Secret City. Effectivement, en plus l'intérêt c'est de décentrer le regard vers un espace qui chez nous en Europe peut-être on connaît moins, l'Australie, et c'est vrai que l'Australie c'est un endroit aussi où on produit d'excellentes séries. Alors sur notamment l'immigration, vous avez Stateless que je recommande, qui est très très bien et qui permet de voir justement la politique australienne aujourd'hui en termes d'immigration. Alors on va basculer sur une série française, c'est aussi bien d'en présenter de temps en temps, et cette série c'est une des meilleures séries françaises de ces dernières années. Fabien, vous allez nous le dire, c'est Le Bureau des légendes, où effectivement en géopolitique on peut dire beaucoup de choses dessus. En effet, Nicolas, si on fait un podcast enseigner la géopolitique avec les séries, il serait difficile de faire abstraction du Bureau des légendes, qui est une série qui est mondialement connue. Maintenant, c'est une des séries françaises les plus connues dans le monde. C'est une série en 5 saisons créée par le cinéaste Éric Rochant et diffusée depuis 2015. Le scénario, beaucoup d'auditeurs le connaissent, au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, un département appelé le Bureau des légendes,
forme et dirige à distance les agents clandestins qui sont en immersion. On parlait de TOP tout à l'heure avec The Americans, c'est la même chose. Ils ont pour mission de repérer des personnes susceptibles d'être recrutées comme source de renseignement. Je parlais en introduction de l'émission de l'évolution des manifestations de la puissance, et la saison 5, la dernière, donc à ce jour, se penche plus particulièrement sur Internet comme une manifestation de la puissance. La série cite explicitement Vladimir Poutine qui a dit « Celui qui deviendra le leader de l'intelligence artificielle sera celui qui dominera le monde » devant un parterre d'étudiants, et un parallèle est même explicitement fait dans la série avec la puissance nucléaire dans les années 30, où des personnages disent c'est comme si on avait tous les chercheurs sur le nucléaire au moment où la décision est prise d'infiltrer le FSB, le Centre sur l'intelligence artificielle à Moscou. La saison 5 est centrée sur les attaques informatiques et sur la Russie, et on mesure bien le réalisme de la série. Alors c'est intéressant, j'aime bien regarder les séries une deuxième fois, mais en faisant des pauses d'images, et c'est très intéressant de s'attarder sur les arrière-plans. Il y a une véritable mise en scène du milieu des hackers, alors qui est dit explicitement à un moment donné sur les autocollants qui peuvent être collés sur les portables, mais on le voit aussi sur des posters en fond, des t-shirts, des affiches, des moniteurs. La programmation, on est dans du code Linux, Unix également. Tout ça, c'est assez soigné et très réaliste. Je vais parler plus particulièrement de l'épisode 6 et de l'épisode 7 de la saison 5, qui mettent en lumière une attaque informatique subtile qui est menée par la Russie contre un parti allemand et qui se cache derrière une attaque de ransomware, c'est-à-dire c'est les attaques qui bloquent des ordinateurs contre une rançon qui est souvent faite en crypto-monnaie, qui elle est plus classique. L'épisode 7 de la saison 5 cite notamment le virus Dragonfly, qui est créé par les Israéliens dans la série, au travers du personnage de Mil Sabor, qui est un clandestin qui navigue dans les eaux troubles du Moyen-Orient, entre Arabie Saoudite, tribu yéménite, israélienne. Donc, c'est une tribu notamment yéménite qui lui demande ce virus. Et la série joue totalement sur le contraste avec cet aspect très rustre où il est dans une espèce, je crois, de tente ou de pièce avec les membres de la tribu qui voilà, je ne vais pas dévoiler, mais bon, qui se retrouve un peu menacé, et l'utilisation de technologies de pointe. Sur le virus Dragonfly, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un virus réel qui a été déployé en 2014 contre les secteurs de l'énergie occidentaux, États-Unis, France, Espagne, Allemagne, Italie, Pologne. Et en réalité, les États-Unis ont accusé la Russie de l'avoir créé. L'épisode 2 de la saison 5 mentionne d'ailleurs Stuxnet, qui lui est un vers informatique découvert en 2010, qui aurait été conçu donc par la NSA en collaboration avec l'unité israélienne 8200 pour s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Donc on voit que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Et pour les lecteurs, il y a un roman de Dov Aflon qui porte sur cette unité israélienne qui est assez intéressant. Donc, on voit bien qu'on est dans un pur jeu de puissance géopolitique avec de nombreux acteurs majeurs que sont la France, l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis, l'Iran, Israël, qui sont convoqués dans la série. C'est une véritable leçon de géopolitique. On se rend compte d'ailleurs, c'est assez amusant, que la série anticipe d'ailleurs la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui ne s'est pas encore produite, mais par contre, il y a eu en 2020 une normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Bahreïn d'une part, et Israël d'autre part. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si le bureau juste pour l'anecdote, il y a également un hors-série du Point qui vient de paraître sur non pas la puissance, mais le pouvoir dans les séries, et qui aborde le bureau des légendes et la DGSE notamment, qui a beaucoup réfléchi avant de donner son accord pour apparaître dans ces épisodes. Sur l'utilisation pédagogique, on a je crois, un ou deux exemples sur le site académique que je vous invite à voir, mais j'aimerais parler d'autre chose. Je pense que, puisqu'on est sur Internet comme manifestation de la puissance, il y a une nouvelle discipline qui est apparue avec la réforme du lycée,
qui s'appelle SNT, Sciences, Numériques et Technologies, qui aborde notamment l'histoire d'Internet, l'histoire du web, et ça pourrait être intéressant. Alors, voilà, de parler effectivement de courts extraits ou de l'utilisation des virus, de l'utilisation de l'infiltration dans des ordinateurs. On parle aussi de ransomware, de crypto-monnaie. Donc, puisque ce programme est centré sur la culture numérique, il se situe en seconde pour des élèves, pour tous les élèves de seconde. Et l'idée, c'est pas de former des ingénieurs réseau, mais vraiment de donner aux élèves une culture numérique. Et on pourrait très bien utiliser ces épisodes, ou des extraits en tout cas de ces épisodes du Bureau des légendes, dans le cadre de ce programme de SNT. Et pour compléter ce que vient de dire Fabien, qui est très intéressant justement sur la notion de puissance numérique, je renvoie aussi à l'épisode numéro 27 du podcast, où on avait avec Hugo Oran présenté la série et que je recommande d'ailleurs à beaucoup d'auditeurs, même y compris et surtout enseignants, c'est Mr. Robot, où on voit véritablement bien ce monde numérique et la puissance que ce monde numérique peut apporter. Et Hugo, justement, avait bien présenté toute cette idée-là de révolte, de révolution par rapport à cette puissance-là de ces grandes firmes. Et il y a des choses véritablement là à montrer aux élèves. Alors, ce que je voulais voir maintenant, c'est aussi peut-être une transposition pédagogique, non pas en lycée, mais en collège, et par là même poser une question à David. David, est-ce qu'on peut utiliser le Bureau des légendes en troisième? Est-ce que vous le faites? Oui, parfaitement. Bon, c'est une série aussi, je pense, qui a marqué son époque et du coup, je l'ai introduite assez rapidement dans mes cours pour traiter donc dans le thème 3 d'histoire en troisième, le monde depuis 89, autour de la problématique, donc comprendre les enjeux géopolitiques actuels avec une série télé. Et alors, dans cette production de Canal+, c'est vrai que moi aussi, je m'étais attaché au réalisme, parce qu'il y a des scènes, notamment dans la salle de crise, où tout l'arrière-fond est constitué d'images satellites, de pendules réglées sur Paris, Islamabad, Pékin, Bagdad ou Alger, et qui montre à quel point l'espionnage s'inscrit dans un réseau de points chauds mondialisés. Et justement, c'est toute la perfection de cette reconstitution qui me semblait intéressante. Et il faut ajouter à cela que Canal+ produit des résumés de saison. Alors moi, j'avais travaillé avec le résumé de la saison 1, et à partir de ce résumé, on peut retrouver tous les points chauds qui sont traités dans cette saison. Alors, ça va être les négociations pour la guerre en Syrie qui se déroulent à Paris, les débuts de l'opération française au Mali, les rapports qu'entretient la France avec les pays, entre guillemets, amis, comme les Américains, avec tout un jeu de miroirs et d'observation entre les services respectifs de ces deux puissances, et le nucléaire iranien. Donc en fait, avec un résumé de saison qui dure 3 minutes, je crois, quelques photogrammes pris et une carte interactive, on peut permettre aux élèves, du moins, de réfléchir aux différents théâtres d'opération auxquels est confrontée la sécurité extérieure française et ce que le renseignement a d'important pour une puissance comme la France. Fabien Vergès, peut-être une proposition sur la saison 6? Alors, ce n'est pas tant une proposition que, voilà, je lisais une interview d'Éric Rochant, et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans la conception de la série, il s'intéresse aux évolutions géopolitiques du monde actuel, et on voit bien dans les différentes saisons que différentes grandes puissances sont abordées. On a l'Iran, on a la Russie, et il s'interrogeait sur alors visiblement c'est pas très clair, sur une possible saison 6 pour introduire évidemment la géopolitique de la Chine, voilà, et les rapports avec la puissance chinoise qui est une des clés de lecture, on le voit, majeures du monde contemporain. Changeons maintenant, j'allais dire, d'espace, sans faire un mauvais jeu de mots, pour voir que la notion de puissance, depuis d'ailleurs la guerre froide, je renvoie à toute la concurrence spatiale qu'il y a eu entre Américains et Soviétiques pour la conquête spatiale à la fin des années 50 et dans les années 60, avec tous les épisodes Sputnik, Gagarine, qu'on peut montrer aux élèves dès la troisième. Et puis, la mission avec Armstrong et Aldrin qui a atterri sur la Lune, là, on a
cette puissance, cette notion de puissance et même de guerre froide qui s'exprime, mais à travers les séries, on peut le voir aussi différemment. Alors Annabelle, vous avez utilisé pour continuer cela la série Space Force qui permet de montrer aux élèves la notion de puissance pendant la conquête spatiale. Oui, tout à fait. Space Force, je l'ai exploité pour étudier voilà, les fondements et les manifestations de la puissance avec le niveau première en spécialité HGGSP, mais qu'on peut aussi utiliser sur le niveau terminal en spécialité concernant le thème de nouveaux espaces de conquête. Alors, cette série, d'un autre registre de ce qu'on vient d'évoquer, est une série comique américaine diffusée en 2020 sur Netflix. Il y a une saison et 10 épisodes. Série réalisée et faite par Greg Daniels et Steve Carell. Bon, ce dernier incarne d'ailleurs un général, le général Nerd, qui se voit promu à la tête d'une nouvelle branche des forces armées américaines, la Force spatiale des États-Unis, d'ailleurs officiellement créée en décembre 2019 sous Donald Trump. Alors pour ce général, son objectif avec son équipe est de renvoyer un homme sur la Lune. Voilà, cette série, par des extraits très courts, sert de porte d'entrée à l'étude de la course à la puissance entre les États-Unis et la Chine. En quoi la conquête spatiale est-elle un enjeu de puissance? Dans la série, le général Nerd se heurte à des difficultés, le manque de considération de sa branche au sein de l'armée américaine, mais surtout à la supériorité technique et à l'hostilité évidente de la Chine. Alors, cette comédie montre le manque de rigueur, voire de professionnalisme de cette équipe, toujours en retard sur la puissance spatiale chinoise, d'ailleurs identifiée comme agressive. Elle sabote un satellite américain ainsi que leur base lunaire. Comble de la tragédie, le drapeau américain sur le sol lunaire, référence au programme Apollo, est écrasé par un astromobile chinois. On peut déceler dans cette série une forme de déclin de l'Empire américain qu'évoque d'ailleurs l'historienne Marjolaine Boutet à propos de cette série. De plus, un soldat d'origine russe, espion évident, fait un rappel à l'ancienne puissance soviétique. C'est une sorte de clin d'œil à une époque révolue, mais dans cette série, le russe et donc la Russie est complètement dépassée par le géant chinois. Alors, comment exploiter en effet cette série dans le cours Fondements et manifestations de la puissance? On peut en effet étudier l'exemple actuel de la course à l'espace à travers la course à la puissance entre les États-Unis et la Chine. Les élèves visionnent un reportage d'un journal télévisé sur ce thème avec 2 courts extraits de Space Force, où le réalisateur fait le choix de présenter des tensions entre la Chine et les États-Unis, afin de mettre en évidence que l'enjeu spatial est aussi un enjeu de puissance, une forme de nouvelle guerre froide finalement. À partir d'un document présentant des données sur la Chine et les États-Unis, les élèves complètent un tableau comparatif États-Unis-Chine, visant à souligner les supports de la puissance sur le plan du territoire, de la force militaire, de l'économie et politique. Voilà. On synthétise tout cela. L'objectif, en effet, est de comprendre tous les fondements et les manifestations de la puissance actuelle entre la Chine et les États-Unis. Merci Annabelle pour cette présentation de Space Force, effectivement, qui permet de voir les choses autrement. Et on a cette idée aussi de montrer aux élèves que la puissance, ça s'exprime aussi à travers la conquête spatiale. Et ça, on l'a très bien vu, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce qui se passe pendant la guerre froide. Alors, on va voir maintenant un autre aspect. On a parlé beaucoup de hard power pendant cette émission. On va voir maintenant ce que c'est le soft power. Et David Neumann va nous le présenter à travers les séries turques. Alors, non pas une série en particulier, mais voir comment le rayonnement de ces séries-là à l'étranger va permettre d'installer le pays dans une certaine puissance culturelle. Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Histoire en série. Je renvoie aux épisodes qu'on a enregistrés avec Elodie Gavrilov sur Vatanim Sensin, et puis c'était l'épisode 49, et puis récemment l'épisode 69 où avec Bir Başkadir, donc excusez-moi pour l'accent turc, mais cette série qui est sur Netflix, traduite par Ethos sur Netflix, présente la Turquie actuelle. Voilà, donc tous ces dizi, ces séries turques. David, qu'est-ce qu'on peut
montrer peut-être aux élèves, ou en tout cas peut-être expliquer aux collègues comment, à travers leur rayonnement culturel, c'est un aspect de la puissance du pays. Oui, effectivement. Alors, je pense que déjà, il faut rappeler qu'après les États-Unis, donc la Turquie est le deuxième exportateur mondial de séries télé, que Netflix est présent en Turquie depuis 2016 et qu'effectivement, certaines séries ont un succès international retentissant. Alors, je fais référence là à un travail mené par Perrine Gouriot, notre collègue de Bagnères de Bigorre, est extrêmement complet sur les séries turques, qui vise justement à montrer comment travailler avec ces séries peut permettre d'amener les élèves à s'interroger grâce à ces objets culturels sur la définition de l'histoire, de la géographie, de la science politique et de la géopolitique, donc en plus de cette question du soft power. Alors, sur ce point, il faut noter donc d'abord l'ampleur de la diffusion, mais aussi quelques éléments forts qu'on retrouve de façon régulière dans les séries. Donc, notamment la mise en avant de la réussite économique et politique turque et son association avec les spécificités culturelles et historiques du pays. Tout cela face à l'économie mondialisée. Donc, c'est très important de considérer tout cet aspect culturel qu'il y a derrière le soft power. On peut ajouter à ça la place de la femme dans la série. Alors, je pense notamment à un des grands succès de ces dernières années qui s'appelle Atiye. J'espère que je n'écorche pas le nom en turc, ou The Gift en anglais, c'est plus facile à dire. Donc, cette nouvelle série de Nuran Evren met en scène une jeune femme donc peintre, qui vit à Istanbul et qui s'embarque dans une aventure liée à un site archéologique anatolien à la découverte de secrets de famille. On est là complètement dans le dialogue culturel que met en valeur ce soft power turc, c'est-à-dire un mélange entre tradition et modernité qui est censé incarner l'actualité culturelle, enfin l'éthos culturel turc actuel. Alors, on peut parler évidemment de success story, puisque véritablement, la Turquie devient un leader de l'industrie télévisuelle par ce biais, notamment au Moyen-Orient, en Europe ou dans les Balkans, et diffuse ainsi tout un contenu culturel qui permet de donner une visibilité au pays et à son histoire. Alors, on pense souvent à une autre série qui s'appelle Gumuz, qui a été vue, il faut l'imaginer, le dernier épisode par 85 millions de téléspectateurs et qui a pour sujet Suleiman le Magnifique. Donc, on est là complètement dans l'identité du soft power turc et plus généralement de la façon dont on peut étudier le soft power dans les programmes d'histoire, puisque il véhicule des éléments historiques, culturels ou identitaires qui permettent de donner au pays un rayonnement à ce niveau-là. Alors, on peut parler aussi d'une autre série, The Protector, qui rencontre un succès tout à fait immense et qui, en 4 saisons, de 2018 à aujourd'hui, est diffusé sur toute la planète via Netflix. Et là, les liens donc entre les productions Netflix et la Turquie montrent à quel point la plateforme est aussi un enjeu dans la diffusion de ce soft power. Et on retrouve donc cette idée de la promotion d'une société où liberté et ouverture démocratique sont compatibles avec les valeurs de l'islam. Réussite sociale et femmes émancipées sont mises en scène et présente la Turquie comme un modèle alternatif à l'Occident. Et ce cocktail scénaristique remporte donc un grand succès dans les pays arabo-musulmans. Elle façonne aussi une partie du tourisme en Turquie, hein, puisque on voit que certains lieux de tournage, donc notamment les lieux situés en Anatolie, qui tiennent
qui servent de décor à la série, engendrent du tourisme dans cette zone de la Turquie. Et on parle donc même d'un modèle turc dans la mise en scène de ce territoire. Enfin, bon, il faut quand même dire un mot des limites de ce succès, parce que bon, même si il faut avant tout noter l'importance de la diffusion de ce média, les séries sont aussi un vecteur de diffusion d'une contre-culture, ou du moins d'une culture moins officielle, et donc le conservatisme de l'État turc fait parfois s'abattre un vent de censure sur les productions. Donc, on est là véritablement dans cette dimension des séries comme objet culturel du commun, hein, ce que nous disait Fabien Vergès dans le précédent podcast, mais aussi comme l'activation d'un soft power plus ou moins conquérant euh, des pays dont ils sont originaires, dont ces médias sont originaires. Merci David pour cette présentation effectivement sur le soft power très intéressante. Alors Fabien, peut-être une dernière question pour vous en rapport avec la stratégie de la plateforme Netflix qui aussi est intéressante peut-être à montrer aux élèves dans le cadre de cette mondialisation. En effet, Nicolas, dans une perspective là peut-être plus méta, de recul, à la suite de ce qu'a dit David, je pense en effet qu'il est intéressant d'aborder les séries non pas que pour leur contenu, mais également comme des objets culturels et des objets de manifestation d'un pouvoir. Et on voit bien que Netflix a une stratégie qui est assez intéressante. On parle souvent de nouvel âge d'or des séries, mais on a connu quand même pendant quelques dizaines d'années une hégémonie assez importante des séries anglo-saxonnes. Et on voit avec Netflix qu'il fait le choix de développer des séries africaines, des séries indiennes, asiatiques, voilà, des séries turques, des séries sud-américaines. On voit véritablement une stratégie mondiale pour aller chercher à la fois on voit que le public n'est pas non plus que régional, c'est un public mondial. Et donc, c'est véritablement une stratégie d'ouverture culturelle que n'ont pas forcément toutes les plateformes. Et ça peut être intéressant, je pense, de faire réfléchir les élèves également aux modalités de diffusion de ces séries à leur origine. Merci Fabien pour cette présentation effectivement de la politique de Netflix très intéressante. On essaye justement dans l'histoire en série d'en parler avec une ouverture sur le monde entier. C'est ce qu'a montré, et je reviens là-dessus, Pierre Demna dans Shadow Kumalo, qui était une des premières séries sud-africaines diffusées sur Netflix. Et puis il reviendra rapidement pour en montrer une autre qui a été la première produite par Netflix. Donc vous voyez, il y a cette ouverture-là qui est très intéressante aussi à montrer aux élèves. Et on voit de plus en plus, effectivement, beaucoup de choses comme ceci, des productions mondialisées. On en voit peut-être un peu moins sur l'Amérique du Sud, mais l'Afrique et l'Asie, le Moyen-Orient s'ouvrent véritablement à l'Occident à travers Netflix et la production de séries. Ça, c'est très intéressant. Alors, on termine cette émission en vous rappelant que vous avez sur le site internet du podcast histoireensérie.com le résumé de toutes les interventions, les présentations bien sûr des personnages. Et puis, je vais laisser la parole à Fabien Vergès qui va évoquer avec nous le site académique AC Toulouse où tous les enseignants, j'allais dire de France entière, peuvent se rendre pour aller piocher de nombreuses propositions pédagogiques mises en avant pour étudier les séries. Fabien, qu'est-ce qu'on peut dire et sur quelle adresse on le retrouve ? Oui, merci Nicolas. Alors, sur le site académique Histoire-Géographie, de discipline.ac-toulouse.fr/HGEMC. Vous pouvez retrouver, je crois qu'on en a une trentaine de propositions pour utiliser les séries en histoire-géographie. On intègre également les propositions des collègues d'autres académies, puisqu'on a les académies de Grenoble, de Versailles, qui contribuent avec notamment les travaux de Ioannis. Donc, et également, si des collègues d'autres académies veulent nous proposer des choses, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos coordonnées, un formulaire contact sur le site. Voilà, ça sera avec plaisir pour diffuser la réflexion pédagogique de l'ensemble des académies. Merci Nicolas.
Et puis, nous contacter aussi par ce biais-là pour, pourquoi pas, si vous êtes un collègue de n'importe où en France et a envie de participer au podcast, aux émissions spéciales du podcast Histoire en série autour d'enseigner avec les séries. Alors, la géopolitique en ce moment, mais je pense qu'on élargira et vous avez vu, on a commencé à le faire avec des propositions en collège et des propositions, on va dire, en classe générale ou technologique de lycée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par ce biais-là. Je vous remercie à tous les 4 pour cette intervention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission sur les frontières. Au revoir. Au revoir, Nicolas. Merci, Nicolas. Au revoir à Merci. tous. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.